Bienvenue sur Horizon News, la chaîne qui décrypte l'actualité chaude et brûlante en Afrique. Vous informer vite, bien et sans détour, c'est notre engagement. Chaque jour, nous vous apportons des informations vérifiées, des analyses percutantes et des sujets incontournables qui font vibrer le continent. Politique, société, économie, faits divers ou événements majeurs, tant rien ne nous échappe. Restez connectés pour ne rien manquer de l'Afrique en mouvement. Abonnez-vous pour être toujours à la pointe de l'info. Bonjour et bienvenue sur Horizon News, votre référence pour l'actualité africaine. Vous informez vite, bien et sans détour. Au Bénin, les élections législatives du 11 janvier 2026 ont livré leur verdict définitif. L'Union progressiste Le Renouveau, UPR, rafle 60 sièges avec 41,21% des voix. Le Bloc républicain, BR, en prend 49 avec 36,62%, tandis que les démocrates, principal parti d'opposition à 16,20%, restent exclus par le seuil de 20% par circonscription. Résultat, une Assemblée nationale monocolore, 109 députés, tous issus de la mouvance présidentielle, et un taux de participation faible à 36,74%. Dans ce plateau d'analyse approfondie, des experts décortiquent ce que le peuple a exprimé. Désaffection électorale, impact des réformes, vote utile, échec stratégique de l'opposition et avenir de la démocratie béninoise. Restez jusqu'au bout pour ces leçons cruciales sur la reconfiguration politique. Abonnez-vous à Horizon News, likez et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des prochaines actualités qui comptent en Afrique. Pour projeter votre regard sur ce vote dont on vient d'avoir les résultats définitifs par la Cour constitutionnelle et surtout ce que le peuple électeur a voulu exprimer par les différents résultats qu'on a obtenus, et grâce à la complicité de mon réalisateur, on va pouvoir voir affiché à nouveau à l'écran ces résultats on va rappeler tour à tour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour rappel, je dois indiquer que selon les résultats confirmés par la Cour constitutionnelle, après ceux proclamés par la Sénat, eh bien, l'Union progressiste Le Renouveau obtient 41,21%, le Bloc républicain obtient 36,62%, et le parti Les Démocrates, parti d'opposition, obtient 16,20%. On va commencer par le taux de participation. Merci de partager avec nous votre regard sur le taux de participation. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent le justifier. D'abord, il est bas par rapport à ce qu'on aurait souhaité, parce que sur plus de 7 millions de Béninois conviés à ces élections couplées communales et législatives, c'est moins de 3 millions qui sont allés voter. S'il faut imaginer, donc il faut émettre des hypothèses pouvant expliquer ce faible taux. Il y a d'abord que depuis qu'on a commencé par confier l'extraction de la liste électorale, de la politique ou des bases de données d'identification des personnes, vous avez tous ceux qu'on peut appeler aujourd'hui les primo-votants, tous ceux qui atteignent la majorité, qui sont systématiquement reversés sur la liste électorale, pour peu qu'on ait reconnu qu'ils sont vivants, ils ont la nationalité, ils jouissent de leurs droits civiques et politiques. Ils sont donc le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales. Et aujourd'hui, avec le digital, vous avez la possibilité donc de savoir que vous êtes sur la liste, de connaître votre bureau et de votre bureau de vote sur la base des informations qu'on a sur vous au niveau de l'identification. Mais après, vous avez une forte proportion de ces jeunes-là, par exemple, qui n'avaient pas l'habitude de se préoccuper des questions de vote avant peut-être 20 ans, 25 ans. Ça, vous demandez aux sociologues et quelques partis politiques qui ont lancé de petits sondages sur ce plan, ils se sont rendus compte que cette vague-là de jeunes n'était pas vraiment prête à aller voter. Ça, c'est un facteur. Le second,
il y a que, vu les effets des réformes qui ont conduit certaines formations politiques qui ne s'y retrouvent pas, notamment de l'opposition par exemple, qui ont passé le temps à dire, bon, ben, ces élections, vous avez entendu que ces élections ne seront pas bien organisées, sont pliées, même si après, ces formations politiques de l'opposition s'empressent de déposer les dossiers. Mais quand ça vient pratiquement au dernier moment, le peuple est, en tout cas une frange du peuple est un peu embrouillée. Enfin, ça ne va pas être anodin que de dire les récents événements qui ont un peu secoué notre pays. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal, mais vous avez certainement des citoyens béninois, certains qui se sont dit ben, il vaut mieux rester chez soi. Ce sont des hypothèses que j'émets. Bon, après, on pourra peut-être faire des études plus approfondies pour savoir, pour identifier les causes réelles de ce taux de participation qui n'est pas reluisant. Mais je finirai sur la question en disant que depuis que ces réformes sont intervenues, certaines produisent des effets positifs dans la moralisation de la vie politique, dans la qualité de l'offre politique, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le peuple béninois est peut-être, dans une certaine proportion, habitué à une forme de campagne électorale. On a retiré les gadgets, tout ce qui pouvait être considéré comme avantage. Tout cela peut amener une France, je ne doute pas de la maturité du peuple béninois, mais il y a forcément une France qui pense que, encore que quand il n'y a pas ça là-dedans, le pouvoir de l'argent n'est pas aussi fort. Il n'a pas la fête au village. Voilà. C'est des hypothèses que moi je peux émettre pour justifier donc, ce qui est arrivé. Et comme légalement, ce n'est pas interdit de valider le scrutin parce que le taux est à ce niveau, on fait avec. Joël Ataï Guédégbé, le taux de participation enregistré par les législatives de 2026, ce taux a régressé par rapport à son niveau de 2023 qui était à 37,79%, littéralement 38%. Je préfère m'intéresser à cette variation plutôt qu'à celle entre la Cour et la Sénat. C'était relativement prévisible parce que la Sénat n'a pas le pouvoir de corriger, de redresser les chiffres. Donc, il va sans dire que la Cour a toute l'attitude de nous donner ce qu'elle pense être juste. Mais on voit là qu'on se situe toujours dans la même tendance baissière que depuis quelques scrutins. Et de ce que Jules Léon Kitty vient de dire, je voudrais probablement retenir surtout l'aspect numérique du fichier qui induit de plus en plus avec l'année, tout ce qui est arrivé avec l'identification, je ne vais pas dire automatique, mais induit une espèce d'automatisme et moins d'efforts, moins d'allant du citoyen, certes. Mais quand on a fini de dire ça, il faut à tout le moins reconnaître que ce n'est pas d'aujourd'hui que nous sommes engagés dans la numérisation du fichier. C'est depuis 2010 au moins, depuis les scrutins de 2011, qu'on parlait de l'EPI, de liste électorale informatisée, avec des fortunes diverses, je le reconnais, notamment en termes de fiabilité et de célérité. Mais quand il s'est agi de corriger, de faire en quelque sorte l'audit participatif, on aura aussi observé depuis quelque temps que l'affichage des listes n'entraîne pas un gros engouement. Et pire encore, on ne sent pas les partis susciter l'intérêt des électeurs, de leurs militants, pour aller à cette forme de participation. Or, c'est pour moi déjà le niveau où tout se joue. Oui.
il y a 2 mois, me semble-t-il, autour d'octobre-novembre, quand l'année procédait à l'affichage, je crois même qu'il y a eu des prorogations de délai. Et ça n'a pas suffi. Et les partis n'y ont pas mis beaucoup d'entrain. Les LD, les démocrates, malgré toutes leurs récriminations contre le code électoral, étaient paradoxalement de ceux qui, finalement, pendant la campagne, à tout le moins, ont commencé à susciter de la participation. Et à l'arrivée, il n'y a pas eu plus de variations. Cela voudrait-il dire que eux, déjà, ils n'ont pas pu mobiliser, ils n'ont pas pu se faire entendre au dernier moment, ou bien que l'électeur, le peuple béninois dans sa globalité, a atteint une forme de maturité ou de position qui lui est propre et qu'il exprime comme on le voit et comme on doit le recevoir. Voilà, moi, où je m'en tiens pour l'instant, en espérant quand même que prochainement, on fera mieux, parce qu'une démocratie avec un taux de participation de plus en plus faible peut poser question. Ça pose question et c'est aussi un indicateur d'une sorte d'essoufflement ou d'asthénie démocratique, si je peux me permettre ces analogies du lexique médical. Eugène Alosupo, le taux de participation est un baromètre pour aussi apprécier, capter la vitalité démocratique d'un pays, comment bat son cœur politique et surtout l'attachement des citoyens à la vie politique d'un pays. Cette sorte de régression progressive du taux de participation indique un désamour aussi progressif des citoyens électeurs. De quoi est-il le nom? Est-ce un désintérêt, un rejet, un dédain ou une protestation silencieuse de la majorité des citoyens électeurs contre la manière dont la vie politique est gérée dans le pays? Nous devons constater que cette tendance baissière a commencé à être constatée à partir des réformes ou de la réforme du système partisan. La réforme en elle-même n'est pas mauvaise, mais ses impacts ont commencé par donner des résultats. Vous savez que avant 2016, les partis politiques étaient gérés par des ténors qui avaient suffisamment de moyens et qui pouvaient faire leur loi à l'intérieur des partis politiques, positionner bien qui ils veulent. Et les campagnes électorales étaient des occasions de démonstration de puissance financière. C'est-à-dire que l'électeur attend d'avoir quelque chose en main avant d'aller aux urnes. Le 11 janvier, moi j'ai vu à Porto-Novo des dames, alors à 2 heures de la fin du vote, me dit je ne suis pas allé voter parce que je n'ai rien obtenu d'un candidat. C'était l'habitude, parce qu'il y avait des t-shirts, il y avait des étrennes, il y avait de l'argent. Il y avait la création d'une ambiance festive. Voilà, la création d'une ambiance électorale festive qui constituait des occasions circonstanciées pour des citoyens de se faire un peu d'argent. Il y a même des meneurs dans les quartiers à qui les chefs de partis politiques remettaient de l'argent pour convaincre les autres. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, même si ça n'a pas totalement disparu. Et vous savez que la veille des scrutins, c'est une période charnière. Soit vous maîtrisez la veille du scrutin ou le petit matin du scrutin, ou vous ne gagnez pas les élections. Ça n'a pas totalement disparu, mais cet effet-là a été atténué. Moi, j'ai eu une surprise par rapport au taux de participation. J'avais cru que pour les législatives, puisque le parti, les démocrates, y participaient, que le taux allait être amélioré. Parce que tout le temps, on nous a ressassé que c'est le parti du peuple. Et donc, je m'attendais que dans les fiefs principaux de ce parti-là, que le carton soit fait. Malheureusement,
parfois c'est la débâcle totale pour ce parti politique-là. Je ne comprends pas que dans les premières, deuxième, troisième, quatrième circonscriptions électorales, que le parti Les Démocrates soit totalement battu à plate couture par les autres partis de l'opposition. Donc il y a des éléments essentiels, stratégiques, que nos amis de LD doivent revoir s'ils ont envie de continuer la course politique. Les récriminations contre le pouvoir, ça a été la chose la mieux partagée, mais ça n'a pas déterminé les citoyens à aller voter pour le parti LD. Je m'attendais que du fait que ce parti ne participe pas aux élections municipales, du fait que ce parti ne sera pas à la présidentielle, que les législatives constituaient une occasion pour les militants de converger les forces, de bander les muscles, donner un maximum de chances à ce parti, à ce rendez-vous électoral. On a été totalement déçus de constater que le parti LD a été plus un créneau d'expression verbale qu'une puissance stratégique qui ait pu convaincre ses militants. C'est dommage parce que c'est 7 années à faire avant de se retrouver. Que Dieu veille que ces responsables puissent trouver la manière la plus juste pour réactiver ce parti dont a besoin de notre démocratie. Juste une petite remarque justement sur ce qu'on peut appeler une complainte, une complainte sur le recul du taux de participation, si il est tributaire, essentiellement, si on doit tenir compte. Les paramètres sont souvent complexes pour analyser les votes, les résultats de vote, mais par rapport au taux de participation, si on considère que la résorption de l'impact de l'argent, du lucre, disons, tout cash de l'achat des consciences s'observe et peut induire un certain tassement circonstanciel ou transitoire du taux de participation, est-ce qu'on doit s'en réjouir ou s'en féliciter, se dire, bon, on est dans une transition, de bonnes habitudes vont arriver parce que la question est d'enjeu. On ne va pas réduire la désignation de ceux qui veulent gérer le sort commun, on ne va pas réduire ça juste à la distribution de prébendes. Et donc, même si le taux de participation était en tant tributaire de ce genre de pratique, est-ce qu'on pourrait se réjouir de ce que, si ça se tasse un moment, il faut espérer que de bonnes pratiques reprennent et que les gens comprennent l'enjeu d'un rendez-vous électoral. Je jouais la tête. Non, il y a là un défi incontestable, un défi de civisme d'abord et de militantisme. Donc de ce côté, je ne dirais pas que tout est à reprendre, mais il faudra remettre le métier. Et c'est vrai, il y a beaucoup de primo-votants qui sont là, auxquels on n'a pas pu servir ce qu'il fallait. Le numérique s'est généralisé. Et pourtant, il y a beaucoup de messages qui passent par le numérique. Pourquoi ça n'atteint pas? Pourquoi ça ne les décide pas? Pourquoi ça ne les motive pas? C'est eux qui sont les plus nombreux, ces jeunes. Par rapport à l'appétence du discours politique, de la pratique il me semble. Et là, il faut pouvoir désormais évaluer donc l'impact du discours politique. Parce que s'il n'a pas pu, et notamment avec les démocrates, s'il n'a pas pu permettre de mobiliser la base, là, il faut reprendre le travail politique avec d'autres modalités et d'autres moyens. Je rejoins là Eugène par rapport à la thématique, par rapport aux thématiques, par rapport aux orientations que chacun donne. Les sortants avaient probablement un bilan à vendre, mais cette élection a été celle du moins d'engouement. Patrice Talon n'était candidat à rien. On n'a pas su utiliser son image, pas plus que celle de Yahya Boni non plus. On a un peu déprésidentialisé et dépassionné peut-être ce scrutin. Alors, l'électeur béninois est-il en train de voter utile finalement?
Et ça, ce serait quasiment une confirmation de sa manière de voter par le passé. Et par le passé, malgré tout ce qu'on a dit du multipartisme foisonnant, le nombre de partis finalement élus ou représentés à l'Assemblée n'était guère pléthorique en réalité. Et la réforme du système partisan a eu pour résultat de concentrer les uns les autres dans les blocs et effectivement, le mode de scrutin, notamment le seuil de 20%, a irrémédiablement frappé un parti comme LD qui a levé quand même plus de 450 000 voix. En proportionnel pur, ça aurait pu donner quelque chose. Et ça, il faut que les partis apprennent à faire avec la loi et s'y adaptent pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. La plupart des partis politiques qui ont des écoles de formation, la plupart de ces partis politiques, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces écoles de formation? Il y a même des directeurs de ces écoles de formation. Le défi est grand. Est-ce qu'il y a des étudiants? En tout cas, il est important qu'au sortir de ce genre d'élection, les bases stratégiques des différentes parties puissent se saisir et creuser, faire des études pour analyser et surtout tirer des leçons. Parlant de leçons, cher Julien Kitty, c'est pas vous qui allez me démentir quand je vais dire que le discours politique, vous qui en êtes spécialiste, doit gagner davantage en attractivité pour attirer les électeurs sur les enjeux que représentent les tournants électoraux. Ceci dit, quand on regarde les résultats, on remarque que l'Union progressiste, le renouveau, qui avait une certaine hégémonie au niveau de la classe politique, a connu une progression de 7 sièges par rapport au score réalisé en 2023. Le Bloc républicain, 21 sièges de plus en conquête, et donc avec une progression plus forte que son frère rival. À quoi tenez-vous justement cette assise, cet ancrage, ces scores réalisés par les deux partis présidentiels, malgré tous les défis qui les attendaient face aux partis d'opposition? Je pense qu'il faut à ce niveau d'abord se pencher essentiellement sur l'arsenal juridique qui gouverne désormais les opérations politiques et électorales dans notre pays à partir de cette réforme. C'est essentiellement sur la base des calculs que vous avez observés ces différences-là. Quand vous prenez le BR par exemple, les fiefs dans lesquels le BR avait été supplanté par LD aux élections législatives de janvier 2023. Mais parce que aujourd'hui, le BR s'est donné pour ambition de les reconquérir, mais parce que surtout, le LD n'a pas pu atteindre le seuil de 20% des suffrages exprimés dans les 24 circonscriptions électorales d'office. Tout cela est balancé et ça, ce n'est pas de la volonté de quelqu'un qui veut faire des magouilles, non, parce que les calculs permettent ça. Et du coup, je ne veux pas minimiser les efforts du BR, mais l'absence de LD à la table de partage des sièges a d'office avantagé le Bloc BR. républicain. Et l'UP, le renouveau, se retrouvait dans la posture de, et ça, ironie du sort, son logo, c'est un arbre, de celui qui grimpe l'arbre et qui se retrouve au fait de l'arbre. Le plus dur pour lui, c'est de s'y accrocher pour ne pas descendre. Et quoique parti frère, le BR ne cachait pas son ambition de devenir la plus forte puissance politique du pays. Donc, je pense que dans les réajustements, les positionnements, vous avez vu le président de l'UP, le Renouveau par exemple, quitter la difficile circonscription électorale, la 16e, où il avait de justesse levé son siège en 2023 pour aller dans la 23e, où
il s'est mieux retrouvé parce que ne nous voilons pas la face. Les parents vont au moins dire c'est notre fils, ça continue de jouer ça. Mais ça aussi, c'est de la stratégie politique. C'est de la stratégie politique. Il faut sentir le terrain, se positionner. Il y a eu cela. Mais non, il y a que, en relation avec le taux de participation, observez que les militants de ces deux grandes formations politiques qui ont fait un effort de fidélisation de leurs militants sont sortis pour aller voter pour eux. Donc, je vous ai dit ce qui a fait que le BR a eu 21 sièges en plus. Leurs efforts, un peu d'efforts, et puis la place laissée par LD. Mais la performance de l'UP, vous avez vu que l'UP a juste confirmé sa position en ayant quelques stratégie de fidélisation. 6 nouveaux députés en plus, parce que les tests ont conduit également, avec le seuil de 20% imposé, à un peu plus de vertu dans les positionnements, le choix des candidats. Vous savez, j'avais dit, lorsque ce code avait été remanié, on m'avait interrogé, j'ai dit, mais voilà, nous nous retrouvons en face d'une situation où deux facteurs vont se trouver améliorés. Il y a d'abord que ne sera plus candidat sur une liste qui est copain, copine, cousine ou cousin du leader, mais parce que celui-là serait celui qu'on va mettre là pour qu'on puisse gagner. Ensuite, réalisme, pragmatisme et stratégie. Ensuite, le discours politique que les acteurs politiques, moi je criais tout le temps, il est en train d'être assassiné, il faut le sauver, le discours politique. Parce que, avec le boom du numérique, les acteurs politiques n'ont pas apprécié, ils ont minimisé la capacité d'interaction entre le lecteur, le citoyen, depuis son retranchement, et le leader qui pose des actes. Avant, le leader qui qui vient peut-être de Loko-Atui dans Diakotomé là-bas, pouvait faire ce qu'il voulait à Cotonou. C'est lui qui, le week-end, s'en va expliquer à ses parents le sens de ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, quand il pose ses actes, le dernier citoyen de son village est informé et avec son forfait de 100 francs, il peut interagir. Et donc, les acteurs politiques se sont retrouvés surpris par les rapports de force entre le discours politique qui n'était pas très cohérent et puis les yeux des citoyens grandement ouverts aujourd'hui qui veulent comprendre. Voilà que ce même peuple aussi n'a pas été, pendant longtemps, on a exprès laissé dans l'ignorance, on ne l'a pas beaucoup formé, on ne l'a pas beaucoup politiquement éduqué, d'où l'interpellation de Eugène et de Attaï Gadegbe qui disent la formation, là, on ne se lève pas un matin pour former quelqu'un à l'engagement politique. Et donc voilà comment j'explique ça. Et l'échec même de LD également à convaincre ses militants et le peuple, ses sympathisants, ceux qu'ils disaient qui étaient derrière eux et que ce n'est que les manipulations, les manigances d'exclusion qui les empêchaient d'exprimer leur force, de faire la démonstration de force, mais on leur en a donné l'occasion. Ils se sont rendus compte que sur le terrain, ils avaient d'abord à prendre tout le temps pour expliquer à leurs militants le pourquoi et le comment du désastre organisationnel qui a précédé ces élections à leur niveau. Ça prend du temps. Donc, le crédit confiance a reçu un sacré coup. Il y a maintenant que, puisque le discours n'était pas là, il n'y avait rien qui était premier. Le peuple même disait, bon, vous êtes les mêmes choses. Vous savez comment on appelle les acteurs politiques quand ils vont dans un coin? Et c'est le menteur, c'est le roublard, c'est celui... Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller répéter les mêmes choses. Du coup,
vous avez eu des gens qui ont essayé de dire allez voter, notre parti va continuer. Et de quoi aujourd'hui, en vérité, dans l'univers éminemment digitalisé où tous les faits et gestes sont instantanément captés en temps réel un peu partout, comment est-ce que la praxis politique doit être conduite et ensuite le discours, de quoi doit-il être revêtu, le discours politique? Oui, le discours politique doit retourner à un certain nombre de caractéristiques qui, dans les classiques, sont enseignées. Le discours politique, il doit être on va faire attention, il doit être cohérent. C'est pas lieu de faire un long cours sur le discours politique. Pas du tout. On tire les leçons en fait du vote parce qu'il faut qu'on l'analyse en fait. Le discours politique qui doit être cohérent, qui doit être pertinent. Vous avez vu que c'est la HAC qui s'est trouvée dans l'obligation, je dois dire la triste obligation, de devoir trouver des index de thèmes pour les partis politiques preuve que il manquait du contenu. Et je vous rappelle... Donc en clair, parlant de cohérence, il faut que le discours s'articule sur les aspirations du peuple électeur, les besoins du peuple. Et ensuite sur la manière dont on compte justement aller au-devant de ces aspirations. Et que le leader qui tient le discours, sa vie, ses faits et gestes qui sont plus scrutés aujourd'hui, soit en harmonie pour qu'il y ait lisibilité. D'où l'appel à la cohérence. Bien sûr. Je reviens à la question du départ. À la 9e législature finissante, l'UPR... La question, c'est surtout ce qui vaut aux deux partis frères rivaux de la majorité de continuer à soir comme ça leur emprise au regard des résultats du vote. Il ne faut pas qu'on oublie la question. Non, ils n'ont pas le choix. Chacun tire le drap de son côté. C'est quoi? C'est le bilan de celui dont il se réclame, Patrice Talon, qui a payé. Qu'est-ce qui a marché en fait? Ce qui a marché, c'est d'abord, ce sont d'abord les positionnements. Oui, ça on l'a dit. Les positionnements ont été pertinents, stratégiques. Même si il y a beaucoup de personnalités que les populations, les électeurs ont considérées comme usées et qui n'ont pas fait qui n'ont pas levé, ils n'ont pas levé foule, la force utile à permettre à telle ou telle formation politique d'avoir le résultat. Mais au-delà de ça, tous les candidats et tous les partis politiques savent qu'à partir de mai prochain, le maître principal ne sera plus là. Et donc, il faut confirmer, parce que le pouvoir change, nous sommes en fin de cycle, le pouvoir change de main. Il faut que chaque parti politique puisse par les efforts montrer à celui qui va s'user à partir de Talon qu'il est utile et important dans le dispositif. Vous savez, depuis que le président Patrice Talon est là, la formation d'un gouvernement se fait au prorata des forces politiques en présence. L'UPR a toujours eu plus de ministres que le BR, et dans les institutions aussi, c'est au prorata des forces politiques. Cette réalité va continuer de plus belle, et il est de bon ton que les partis politiques. Il y a un exemple, l'exemple de la 13e circonscription électorale, où le président du parti BR était candidat. Vous imaginez que Ablaye Biotchani, ministre d'État, 10 ans aux côtés de Bori et de Patrice Talon, perdent la 13e circonscription électorale ou fassent jeu égal avec l'UPR. Ça aurait été une secousse. Une secousse, mais ils ont maintenu. C'est d'ailleurs la seule condition où l'UPR n'a pas levé de siège. Maintenant, si vous faites le calcul de façon globale, vous avez 16 circonscriptions dans lesquelles l'UPR a pris le dessus sur le BR, et vous avez 8 autres circonscriptions dans lesquelles le BR a pris de l'avance. Qu'est-ce qui a marché pour l'UPR dans ces circonscriptions? L'absence du Parti des démocrates à la table de partage. C'est fondamental. Mais il y a d'autres circonscriptions dans lesquelles la stratégie a marché. Vous prenez par exemple la 12e circonscription électorale, où l'UPR, dans le Koufo, où l'UPR avait les 3 sièges. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. L'UPR n'a pu lever qu'un seul siège. Parce que
C'est une question de stratégie et de personnes mises en présence. Et la lettre avait été donnée depuis longtemps que les candidats avaient été positionnés dans cette circonscription électorale. L'absence d'accord de législature, en tout cas de stratégie de cette nature, stratégie d'alliance des démocrates chez les démocrates, eh bien, leur a valu leur revers, même si, on va y revenir, hein, les démocrates n'ont pas pu obtenir le fatidique seuil des 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Ça emporte des conséquences, surtout quand on y va sans alliance au terme du nouveau code électoral. En revanche, penchons-nous sur le sort de certains acteurs de la majorité, notamment Mme Claudine Prudencio, qui a su tirer son épingle du jeu, justement au bénéfice des accords signés avec l'un des partis de la majorité. Ben, hélas, ce type d'accord n'a pas été favorable, n'a pas porté chance à Moël Bénin ni au parti FCBE. C'est le signe de quoi au niveau de ces partis-là? Je crois que ce vote a permis à chacun de connaître son poids réel. Vous savez, il y a des discours qui ne sont pas encore très accessibles aux populations. Vous prenez le cas de Moël Bénin, le parti est dans un purisme politique de la bonne gouvernance politique. C'est un message porté par son président et ses principaux responsables, mais nous constatons que, au contact des électeurs, le message n'a pas porté. Alors, les FCBE, vous savez, les FCBE, après la scission ou la formation des LD, avait connu quelques souffrances. Aujourd'hui, les FCBE sont face à la réalité de ce que ils ne sont pas assez représentatifs pour lever des sièges à l'Assemblée nationale au vu du nouveau code électoral. Et il appartient aux responsables de ces partis-là de faire le diagnostic, de comprendre que leur stratégie comporte des faiblesses, quitte à les corriger. Vous avez les FCBE qui présentent un candidat à la présidentielle contre le candidat des autres partis de la mouvance. Certainement que à l'issue de ce vote-là, ils comprendront davantage leur capacité de mobilisation, quitte à y trouver la solution. Ils ont dit qu'ils seront de la mouvance à partir de 2026. Oui. Eh bien, peut-être que c'est dans la mouvance qu'ils vont trouver leur ancrage, quitte à être ensemble avec un autre parti de cette mouvance-là qui aujourd'hui se sent plus fort qu'eux. Joël Ataï-Guédébé, manifestement, on voit bien l'impact des réformes, des règles du jeu électoral sur les stratégies et même la survie, la force, l'existence même des partis sur l'échiquier politique. Elle a été très habile, hein, Madame Claudine Prudencio. Elle n'a pas fait une alliance, elle a carrément adhéré. Merci de le préciser, c'est l'alliance par rapport à Moël Bénin. Voilà, par rapport aux autres, et ça l'a sauvé. Donc du coup, en fait, cette nouvelle reconfiguration de l'armada législatif, légal, doit obliger les partis à davantage de stratégie pour leur existence. En fait. Définitivement. Un parti qui s'en va ignorer la loi, les conditions de la compétition n'y est pas du tout. C'est le minimum. Et on ne peut pas continuer à tenir un discours à tue-tête qui n'a pas prise sur la réalité. C'est ça. Et fatalement, où il y a eu de l'abstention pour protester contre le manque de réalisme de certaines stratégies, où il y a eu transfert vers des votes utiles. Et le vote utile a profité aux deux partis qui tirent leur marron du feu, partis gouvernementaux qui ont prouvé leur capacité à agir sur le réel, donc peuvent présenter un bilan. LD était à l'action depuis 2-3 ans bientôt à l'Assemblée, mais quel bilan également? Je pense qu'il y a eu une sanction de leur base. Pour autant,
leur électorat ne s'est pas déporté vers ce qui se présentait comme un parti de l'opposition, la CBE, qui n'a cessé de chanter qu'elle voulait migrer vers la majorité. Oui. Donc, faute de trouver dans cette pâle rose, son rouge idéal, en quelque sorte, l'électorat protestataire ou de l'opposition radicale qui voulait se retrouver en LD, a préféré rester dans l'abstention. C'est plutôt ça. Et donc, c'est aux dirigeants de ce parti de prendre la mesure de la situation, de la diagnostiquer à bon escient et d'y trouver le traitement idoine. Sur 7 ans, bon, il y a du chemin, il y a du travail à faire. Et ce n'est pas que les LD. Pour Mouel Bénin, la question est plus qu'urgente parce que Mouel Bénin est une composante de la majorité. Peut-il continuer à se singulariser de la sorte? Jacques Ayadji, son président, avait commencé à se faire aux outils du numérique. Malgré sa présence au gouvernement, ça n'a pas suffi à Calavi pour qu'il tire à tout le moins son épingle du jeu, contrairement à Mme Prudencio, qui s'est considérée même comme tête de liste en étant plutôt candidate sur la liste réservée aux femmes. Donc la dynamique était différente. Mais l'UP ne pouvait que stagner. L'UP était paradoxalement, ou on ne l'a pas souvent souligné, l'UP était quand même le premier parti, après les LD, à avoir des sièges au nord. Et effectivement, le BR lui dame le pion. Et proprement en récupérant ce qu'il y a chez les LD de dessus, ce que les modes de calcul permettent comme transfert automatiquement. Et puis, fatalement, l'UP, le renouveau stagne. Mais il faut quand même souligner que BR et UP ont su utiliser les bonnes personnes ressources pour travailler le terrain, pour labourer le terrain électoral. Il y a des spécialistes, il y a des experts de la chose qui étaient présents quand même dans les positionnements. Cher Julien Kiti, le Parti Les Démocrates a joué sa survie au détour de cette élection législative. Je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure. Permettez rapidement que je finisse sur la CBE. Oui, très bien. Définitivement, ils stagnent. En 2020, ils étaient à 10%, quand les LD n'étaient pas là. Et sans que le mode de scrutin ait été contraignant il y a 3 ans, ils étaient déjà à ce niveau. Et à l'évidence, ils ne font plus d'illusions. C'est ça. Ils ne font plus d'illusions, me semble-t-il. Et donc là également, il faut tirer les conclusions. Parlant d'illusions, vous me passez le mot. Est-ce que le parti LD a plutôt fait illusion par son discours populiste en se considérant comme le parti du peuple et ensuite un discours qui s'est articulé aussi sur le propos victimaire, un discours qui a surfé sur l'autel des libertés brimées, de la démocratie totalement comprimée. Finalement, qu'est-ce qui a payé sur le terrain contre le parti les démocrates? Ben, je vais... Bon, sur ce plan... On met de côté, bien sûr, l'absence de réalisme par rapport au défaut d'accord d'alliance. Non, nous sommes bien obligés de convoquer ce facteur-là également parce que le parti LD s'est jeté de pieds joints dans un piège qu'il s'est tendu lui-même. C'est-à-dire que je reviens au discours politique. Quand vous allez trop loin dans l'affirmation, l'exposition de vos capacités, d'accord, en espace public, si jamais le discours que vous tenez réussit, parce qu'un discours public, ça conquiert, ça libère, si vous réussissez à dompter une bonne partie du peuple, le degré, la dose de confiance que cette frange du peuple vous fait est un ballon qui est très gonflé. C'est une bombe. À la moindre erreur, ça vous éclabousse. Et votre crédit confiance
ça descend comme le mercure lorsque... Parlant d'erreur, qu'est-ce que vous pointez justement dans la posture du parti LD qui, par exemple, a refusé la main tendue du parti Talon qui, à un moment, autour de la crise qui l'opposait au leader du parti LD, a proposé voilà, un gentleman agreement. Oui, ça ne vous a pas échappé. Justement, franchir le cap des législatives. Ça ne vous a pas échappé que, et ça c'était à peine voilé, il y a eu de chaudes discussions au sein de LD sur la question d'aller signer des accords ou ne pas le faire. Ça a divisé le groupe. Ça veut dire qu'il y en avait qui étaient réalistes pour constater que face au code électoral que nous avons sur le chantier sur lequel nous avons pas gagné, donc aller à la modification. Donc il faut s'y conformer. Il fallait trouver le moyen de contourner l'obstacle. Très bien. Alors, et le chef de l'État était allé jusqu'à leur dire, mais est-ce que c'est parce que vous signez un accord avec un autre parti que vous devenez votre identité. Des choses. Vous avez vu, soit dit en passant, UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Oui. Ils sont allés, ces deux partis sont allés jusqu'à lancer conjointement leur campagne. Mais vous avez vu la guerre fratricide que les deux partis se sont menés lorsqu'il était question de sauvegarder, de protéger, de sécuriser les voies. Ça veut dire que, et ce sont ces accords-là qui permettent à l'UP, par exemple, de dire, même dans des circonscriptions électorales où l'UP n'a pas levé de siège, de faire considérer dans les statistiques que l'UP a atteint le seuil de 20% pour valider les sièges décrochés ailleurs. Tout à fait. Donc, LD aurait pu faire la même chose. Maintenant, comme dans le discours politique, LD a passé pratiquement les 10 ans à noircir le régime en face, qui est vu comme... Ils ne sont pas nés il y a 10 ans. Non, ils n'ont pas passé les 10 ans. Mais c'est comme, pourquoi? Parce que ceux qui ont créé... Disons le clair de l'existence. Non, ceux qui ont créé LD, depuis que LD est créé comme entité politique... On a compris. Hein, ça a été comme ça. Mais ceux qui ont créé LD étaient connus pour être des gens qui vilipendait soit dit comme ça, le régime en place. Et c'est parce que l'expérience FCBE n'a pas continué que là, on est allé créer LD. Mais le peuple, la France du peuple qui était derrière LD a été déçu, vous avez constaté, lors du processus de désignation du duo présidentiel. Ou lorsque vous parlez de liberté, vous savez, le peuple qui était derrière, il y a une image qui m'est restée en tête. La nuit, l'une de ces nuits où on devrait désigner le duo présidentiel de LD, des citoyens lambda, des conducteurs des émigrants, qui étaient venus rester dans les rues du siège de LD pour dire « Nous ne voulons pas dormir, sortez-nous le ticket, nous, on ira voter après ». Alors, tout s'est étalé après à la place publique et ce que le peuple a retenu, c'est que c'était mal managé, ils ne s'entendent pas et le parti, en partie, était allé en lambeaux. C'est dans cette condition-là que le même parti a été incapable de constituer les dossiers corrects pour les élections communales ou pour les campagnes actuelles. Ce sont les communales et les législatives qui sont couplées. Du coup, même ceux qui sont élus députés, là, beaucoup sont élus parce que les candidats au niveau local ont travaillé dur et les points ont été collégiés. Alors, LD n'a pas pu aller aux élections communales parce qu'on a dit aux militants de LD, votre parti a été incapable de faire les dossiers correctement et il y a plus d'une centaine de pièces qui manquaient. Ils se retrouvent, comme pour se racheter, devant la Cour suprême. Ils vont se ridiculiser proprement. Parce que c'est l'avocat qui porte plainte par ici, c'est le mandataire du président. Donc c'est un spectacle. C'est un pari perdu sur des atermoiements aussi du parti, très bien, des crises internes. Des militants ont été défaut déçus. de stratégie Donc, réaliste. Il y a une frange des militants de LD même qui n'est pas allé
voté. Vous l'avez constaté dans le taux de participation parce que la présence, et je le disais, la présence de LD, si tant est que ce parti voulait prendre sa revanche, ça devrait faire le boom. Ça n'a pas été fait, ça, qui sont déçus. Ensuite, ils ont refusé par ego surdimensionné cette affaire d'accord qui aurait pu... Regardez, 16%, ça n'est pas rien, s'il vous plaît. Et quand vous dites le ça n'est pas rien. Vous pointez, je présume, le leadership, en fait, qui pilote le leadership. Parce que Et puis, pourquoi, pour finir, l'ancien président Boniaï lui-même n'a pas été capable après de se lancer comme à ses habitudes dans la campagne. Parce que c'était comme la patate chose qui était détruite dans ses mains. Et bon, voilà. Maintenant, on finit ça. Et le porte-parole de LD qui s'empresse déjà, comme s'ils ne veulent pas arrêter de jouer dans le ridicule, vous participez à une élection sur la base des règles du jeu que vous avez donc d'office acceptées, et puis parce que vous avez échoué, vous dites que non, c'est la preuve que le code est dangereux, mais il fallait dire ce code est dangereux pour ne pas y participer. Là, vous aurez été cohérent. Donc, LD a, je le résume, je répète, a tendu ses pièges, est tombé dedans de pieds joints et s'enterre parce que les militants des partis politiques au Bénin ne sont pas si résilients que ça. Vous allez voir dans les jours, les semaines à venir, le parti se vider davantage. Et ceux qui avaient voté pour le parti en 2023 ont compris qu'ils avaient fait un vote d'émotion. Et puis, bon, voilà, que là-bas, c'était un château de cartes, qu'on dit, construit du sable mouvant. Le procureur C'est aussi la conséquence de ce que l'image de LD est intimement liée à celle du président Boniaï. Cette fois-ci, il n'a pas été présent et le résultat est là. En définitive, ce parti a souffert de mauvaise gouvernance. Rappelez-vous déjà, en 2021, le choix du duo. Il ne reste que 5 minutes. C'était compliqué, c'est un duo parachuté. Et cette fois-ci, en 2026, celui choisi a suscité beaucoup de remous au point de créer des dissensions. Donc c'est une question de gouvernance interne. Et les responsables de ce parti-là, parce que j'espère qu'ils font le point de ce que leurs actions antérieures n'ont pas porté et qu'ils doivent danser autrement s'ils ont envie de continuer. C'est 7 ans de législature, c'est 7 ans de vide, à la limite de désert, et ce n'est pas facile pour un parti d'opposition. Pour autant, oui, il y a eu des soucis de gouvernance, de cohérence, même par rapport à la conduite du parti, à des choix stratégiques à des moments donnés, au profit, malheureusement, comme vous l'avez indiqué, de l'hypertrophie, de l'ego du leadership qui pilote ce parti. Mais est-ce que, quelque part, il n'y a pas eu comme une sorte de pari sur une sorte de popularité finalement illusoire que le parti n'a pas pu voir venir, tant, franchement, on s'attendait à ce qu'une sorte de raz-de-marée derrière un parti qui a prêché la victimisation, qui a prêché la mise à l'écart, et on sait comment le peuple se venge parfois de cette situation-là et pose un vote favorable à une figure de martyr, mais ce n'est pas arrivé. Et c'est là la différence entre les râleurs et les électeurs. Il y a une différence. Ceux qui crient dans les rues LD, ceux qui ont été au siège le jour du choix du duo, ne sont pas nécessairement des électeurs du parti. Il y a l'émotion, l'expression des humeurs qu'on a constatées avec les réseaux sociaux. Mais le résultat est là qu'aujourd'hui, ce parti a déçu ses militants qui ne sont pas allés voter. Et c'est concret là. Maintenant, comment sortir de ce mauvais jeu les années à venir? Il appartient aux responsables de ce parti-là de déterminer les lignes essentielles pour que ce parti survive. Mais cela dit, c'est un mal qui guette aussi les partis de la mouvance. Dites-nous. Faisons attention. Nous
commençons une législature avec une fin de cycle présidentiel. Il y a le nouveau président qui va venir. Il a l'obligation de la bonne gouvernance politique. Un député qui a 7 ans aujourd'hui, ils sont 60 plus 49, ils ont la majorité totale. Il y aura certainement des points de différence en matière de choix ou de principes parlementaires, mais il faudra reconnaître à chacun la place qu'il mérite. Autrement, celui qui a 7 ans à faire, il n'a rien à perdre dans un parlement, puisqu'il ne peut démissionner lorsqu'il prend son stylo et signe une lettre de démission. Personne ne peut le démissionner. Et donc, la gouvernance, ça guette les partis politiques. Et déjà, il faut gérer celui qui va prendre le perchoir de la 10e législature. Et c'est un gros débat. Il faut choisir la bonne personne. Autrement, eh bien, le faux jeu va commencer. On verra bien. On verra bien. 3 minutes à répartir équitablement de vous trois, ça tombe bien pour finir ce plateau. Par un petit mot sur éventuellement l'impact que les pannes de l'ingénierie de la Sénat ont pu avoir, l'impact que ça a pu avoir, sur éventuellement le vote et surtout l'engouement populaire, le taux de participation. GLK, je commence par vous et je finis par le doyen. D'accord. Je voudrais, en tenant dans les 60 secondes que vous me donnez, reconnaître d'abord le mérite des acteurs politiques de la trempe de Claudine Afiavi-Prudentiaux qui ont su jouer stratégiquement pour s'en sortir. C'est vous qui avez dit, la politique c'est également des stratégies et il faut regarder la réalité en face. Vous l'avez vu dans la 6e circonscription électorale, quand elle est venue, on l'a déposé titulaire sur la liste réservée aux femmes. Du coup, tout de suite, vous avez vu du candidat tête de liste jusqu'au dernier, et pour les communales également, tous se sont agglutinés autour d'elle. Parce que tous les candidats que vous voyez là, elle a déjà eu la possibilité de travailler avec eux par le passé, dans sa formation politique ou dans d'autres regroupements. Du coup, elle a bataillé comme si elle était tête de liste à la place où il y avait vous êtes aux frontières des 2 minutes. Vous avez vu finalement ce que ça a donné. Ailleurs, d'autres ont fait la même chose. Alors, sur ce qui concerne la Sénat, je pense qu'il y a matière à se dire un certain nombre de vérités. C'est vrai. C'est pour la première fois que nous couplons les communales et les législatives, mais ce n'est pas pour la première fois que nous couplons des élections au Bénin. Qu'est-ce qui a corrigé? Et puis, ce qui a corrigé, moi j'ai été dans certains bureaux de vote le jour là, mais il y a des votes, bureaux de vote qui ont commencé toutes les 3 minutes. Des heures après, et il n'y avait pas de la lumière. Il n'y avait pas du matériel. Qu'on dise encore qu'il n'y a pas d'encre et de bulletin à une certaine heure de la journée, je ne pensais plus qu'on ait ça. Et pour les présidentielles, il ne faut pas que cela se fasse. Que ce n'est pas admissible. Je crois que, sans répéter, JLK, s'il y a des points précis. L'électorat national autonome Bénin a gagné en expertise. Et c'est ici, dans ce pays, que la même Sénat a proclamé les résultats 48 heures après. Les couacs doivent être corrigés pour que le 12 avril à la présidentielle, que tous les électeurs puissent commencer par voter à la même heure. C'est possible si on s'y prend maintenant. Un discours pour ne pas mettre à l'échafaud la Sénat. Non, la Sénat nous doit définitivement mieux. Elle a pu être capable d'en faire suffisamment et de mériter nos lauriers. Si des gens ont fauté, le code électoral est très clair là-dessus. Il est de la responsabilité du président de la Sénat de les dénoncer, faute d'être également considéré comme coupable et d'être passible des peines prévues au code pénal. Et nul ne doit être protégé au-delà de son devoir. Et manifestement, des gens ont manqué à leur devoir. La Sénat nous doit la vérité par rapport à ça. J'ai voté à Cotonou sans encre indélébile, avec mon empreinte sur le bulletin. Peut-être que mon vote a été annulé.
ou sera annulé. Et j'imagine qu'il en a été autant dans beaucoup de centres de vote. La lumière fut parfois au rendez-vous après les retards. Mais le couplage n'est pas en cause. D'ailleurs, la Sénat nous doit les résultats des communales. Elle avait promis du 12 au 13. Est-ce que les retards justifient qu'après une semaine, on en soit là? Non, les retards n'ont concerné que Cotonou et autour pour une question de logistique. Définitivement, il faut du mieux pour réconcilier le citoyen avec les institutions de gestion des élections, avec les partis, avec la vie politique, la vie publique dans notre pays. Le citoyen a joué son rôle. Il est resté pacifique, il est resté à la limite civique et faisons quand même mieux pour mériter. Merci beaucoup. Merci pour ces paroles pleines de sagesse venant de Joël Atai Guédégbé, expert en gouvernance. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience justement sur la matière électorale, votre regard sur la pratique politique, les leçons à tirer de ce vote. Merci à vous, JLK, Julien Kitty, journaliste, analyste politique, aussi spécialiste du discours politique. Merci à Eugène Alosupo, journaliste pétri d'expérience en question électorale. Merci d'avoir partagé avec nous vos analyses. Des leçons essentielles à tirer. On ne va pas en politique conquérir le pouvoir avec des pleurnicheries. On se bat, on s'organise et on use de beaucoup de stratégies. Leçon essentielle à tirer de ce vote, des résultats des législatives 2026 et surtout pour la CNEP, elle gagnerait à maintenir son niveau de label d'organisme de gestion des élections reconnu partout d'ailleurs. Voilà, le verdict est tombé. Au Bénin, les législatives 2026 confirment une Assemblée nationale 100% monocolore, dominée par l'UPR, 60 sièges, et le BR, 49 sièges, tandis que les démocrates, malgré 16,20% des voix, restent exclus par le seuil de 20%. Taux de participation faible, vote utile, fin de l'argent dans les campagnes, échec stratégique de l'opposition, ces analyses terrain et expertes soulignent une démocratie en mutation, entre maturité citoyenne et défis à relever pour 2026. Sur Horizon News, vous informez vite, bien et sans détour. Merci d'avoir suivi ce décryptage essentiel jusqu'au bout. Et vous, ce Parlement sans opposition marque-t-il un recul démocratique ou une étape vers plus d'efficacité? Dites-nous votre avis en commentaire, on lit chaque réaction. Abonnez-vous à Horizon News, likez et partagez pour ne rien manquer des prochaines actualités africaines qui comptent. À très bientôt.